Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je reçois Isabelle Burgot, vétérinaire. Elle pratique l'ostéopathie, l'acupuncture et la physiothérapie à l'IFCE. Et aujourd'hui nous parlons de l'importance de l'ostéopathie chez le cheval de sport. Alors Isabelle, peux-tu nous parler de l'historique de cette discipline? Comment elle est venue au cheval? Alors cette discipline, elle date du 19e siècle. Elle a été inventée, en tout cas mise en évidence parce que c'est un médecin, Andrew Taylor Still, qui l'a découverte chez l'humain. Et donc qui a commencé à la pratiquer. Puis après, il y a eu ses nombreux successeurs dans le milieu de l'ostéopathie humaine. Et c'est venu au cheval dans les années 1980 à peu près par Dominique Gignot, qui a commencé à utiliser ces techniques chez le cheval et à former des vétérinaires à l'ostéopathie. Donc c'est une discipline assez récente. Dans le milieu du cheval, oui, c'est vraiment assez récent. Et alors, quelle formation il faut suivre pour la pratiquer ? Alors pour la pratiquer, il y a deux voies. Il y a la voie, celle que j'ai empruntée, qui est celle d'être vétérinaire d'abord et ensuite de se former à l'ostéopathie une fois qu'on est vétérinaire. Donc c'est une formation complémentaire où on prend des jours en semaine pour aller se former ou en week-end et puis après on pratique et on a de nombreux stages. Et pour ceux qui ne sont pas vétérinaires, il y a la voie de l'ostéopathie animale où là il y a 5 ans d'études à faire et puis après une validation devant l'ordre des vétérinaires en fait pour avoir le droit d'exercer en France. Oui, c'est une discipline qui est de plus en plus pratiquée dans la filière. On a besoin d'ostéopathes. Oui, on en a besoin. Après, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que du coup, là, il y a de plus en plus d'écoles d'ostéopathie animale qui se développent un peu partout. Donc ça va peut-être devenir un problème au bout d'un moment. Parce que c'est des écoles qui sont aussi très coûteuses pour les gens qui veulent se former. Très bien. Alors, par contre, quelles pathologies on traite avec l'ostéopathie ? Alors avec l'ostéopathie, on peut traiter de nombreuses pathologies. Alors généralement, les motifs de consultation autour du cheval, c'est surtout pour des problèmes locomoteurs. Mais on peut traiter aussi des tensions viscérales récurrentes, des problèmes de comportement, des problèmes, on va dire, les juments qui ont des douleurs ovariennes qu'on appelle souvent juments pisseuses, qui ont un peu mal partout. L'ostéopathie va vraiment aider aussi. Donc il y a un champ d'action avec l'ostéopathie qui est vraiment énorme, même si on a souvent l'impression que l'ostéopathie, c'est parce que le cheval a une douleur musculaire ou locomotrice. Ouais. Et ça s'étend beaucoup plus vaste. Oui, le domaine est beaucoup plus vaste. Alors, comment ça se déroule une séance d'ostéopathie ? Est-ce que tu peux nous décrire en gros comment tu procèdes ? Alors, comment je procède ? Souvent, donc du coup, le cavalier qui emmène son cheval, je lui demande de pas me donner du tout d'informations parce que j'aime bien un peu chanter mon cerveau et pas activer justement mon cerveau de vétérinaire qui va tout de suite rentrer dans l'analyse. Donc, je regarde le cheval marcher au pas, je le regarde souvent sur un 8 de chiffres aussi pour voir comment il s'incurve. Je le fais trotter. Donc, c'est un examen locomoteur très succinct, ça prend 5 minutes, c'est juste pour avoir quelques informations. Et puis après, on se met dans le box du cheval et là, on va commencer à faire notre diagnostic ostéopathique. Donc c'est une approche du cheval où on va en gros passer nos mains, si je fais de façon synthétique, du bout du nez au bout de la queue, pour essayer de voir si on a des zones en restriction de mobilité. Donc, c'est-à-dire des tensions C'est ça. Ouais. Alors déjà, il y a la tension, on peut avoir un fascia, la peau qui est plus tendue, qui est plus adhérente à certains endroits. Et puis en dessous, par exemple, si on a une vertèbre en dysfonction, on va pouvoir la mobiliser dans un certain sens, mais pas dans toutes les directions de l'espace. D'accord. Donc tu recherches en fait une mobilité normale, quoi. Exactement. Ou anormale pour la détecter. C'est ça. Et on repère les douleurs chez un cheval, il exprime quelque chose ou... Alors oui, il exprime souvent, donc c'est là où il faut rester en dessous du seuil douloureux parce que sinon après il va plus être très coopératif pour aller se faire manipuler si on a provoqué une douleur aiguë. Donc du coup, ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle les signes d'inconfort chez le cheval maintenant qui sont de plus en plus décrits. C'est comment le cheval nous regarde, est-ce qu'il met les oreilles en arrière, est-ce qu'il commence à se tendre quand on arrive sur une zone qui est douloureuse. Donc tout ça, c'est des signes qu'on peut facilement observer plutôt que d'attendre de lui faire vraiment mal et d'avoir une réaction de sa part. D'accord. Alors, une fois que tu as fait ces manipulations, cette mobilisation, qu'est-ce que tu fais ensuite ?
Une fois qu'on a fait notre diagnostic, on va mettre tous ces éléments diagnostiques les uns à la suite des autres. On va se rappeler un peu de ce qu'on avait vu cliniquement quand le cheval marchait et trottait. Et là, on va faire une synthèse avec le cavalier en lui demandant pourquoi tu m'emmènes ton cheval, qu'est-ce qui ne va pas dans la locomotion ou dans le comportement, ou en tout cas le motif de consultation. Et à partir de ce qu'il va nous dire, on va essayer de réfléchir à une chaîne de dysfonction, c'est-à-dire comment tout ce qu'on a sous les mains peut s'organiser pour expliquer la problématique du cavalier. Ça nécessite d'avoir une grande connaissance de l'anatomie du cheval ? Ouais, vraiment. Plus on avance dans ce métier, plus on a envie de retourner à l'anatomie parce qu'il faut vraiment une connaissance vraiment précise si on veut être un bon ostéopathe. Et tel que tu l'exprimes, j'ai l'impression que tout est lié dans le corps du cheval. En fait, il y a une forme de globalité. Ouais, il y a une forme de globalité. En fait, c'est vraiment là-dessus que repose l'ostéopathie. C'était un des principes sur lesquels insistait le docteur Steele, il y a déjà très longtemps, quand il a inventé l'ostéopathie. C'était sur le fait qu'on ne peut pas séparer les systèmes dans le corps. On sait que le système nerveux, il passe partout puisqu'il va jusqu'au bout de chaque membre, jusqu'à chaque organe, chaque viscère. Le système vasculaire, c'est pareil. Donc, en fait, quand on a une dysfonction au niveau du dos, elle est très souvent associée à une dysfonction au niveau d'un viscère, d'un organe plus en profondeur. Là, l'idée, c'est qu'on vous représente, Jean-Philippe et moi, un peu les principales maladies cervicales. Maladie cervicale, thoracique, lombaire, mais si vous avez d'autres questions. Non, je ne vais pas faire. Technique de boulet, je fais comme sur le chien, je mets en tension, je mobilise. J'ai la technique de débroussaillage, comme je vous avez fait voir sur l'intérieur, là. Oui. Vous allez bien faire. On se met par là-bas, non? Technique de mise en tension de... Alors une fois que tu as discuté avec le cavalier, vous vous êtes mis d'accord sur les problèmes rencontrés. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que le cavalier va devoir aussi changer sa façon d'aborder le cheval? Est-ce qu'il peut être responsable parfois de ces anomalies? Ça peut. Alors souvent, c'est quand on est amené à revoir le cheval plusieurs fois, qu'on commence à un peu mieux connaître le cheval au niveau ostéo, on se rend compte qu'il y a des forts liens avec le cavalier. Moi qui ai l'habitude de voir souvent 5-6 chevaux qui appartiennent au même cavalier, il y en a, on se rend compte que tous ces chevaux ont une dysfonction récurrente. Je prends l'exemple simple d'un cavalier qui a beaucoup de tension dans son bras droit, qui est vraiment dissymétrique. Souvent on va se rendre compte que la nuque du cheval est toujours en dysfonction, quel que soit le cheval du même côté. Et là, ça va être au cavalier aussi d'aller voir son ostéopathe ou de changer des choses pour préserver ses chevaux. Oui, c'est une question qu'on a abordée dans un autre podcast sur la posture du cavalier, où on se rend compte effectivement que des dysfonctionnements chez le cavalier peuvent en entraîner chez le cheval. Alors le traitement que tu vas mettre en place ensuite, comment ça se passe? Le traitement, il va commencer, là après c'est un peu... on va dire quelque chose de plus intime entre l'ostéopathe et le cheval qu'il a à côté de lui, puisque même si on a en tête un petit peu un schéma de dysfonction et ce qu'on va devoir aller traiter, on va commencer par une dysfonction qui nous semble importante ou qui nous attire pour aller mettre nos mains tout de suite dessus, puis après ça va se dérouler, c'est-à-dire qu'on va libérer une dysfonction, on va aller vérifier que les autres sont toujours... tu relâches les tensions. Voilà, c'est ça, je vais en relâcher une, puis après regarder si les autres sont toujours bloqués, et puis comme ça on va progresser dans le corps du cheval pour essayer de libérer le plus de dysfonctions possible avec le moins de manipulation pour pas trop perturber l'organisme. Tout ça, tu le fais avec tes mains? Oui. Après, comme je fais aussi de l'acupuncture, ça peut m'arriver si j'ai un problème pour libérer une tension de rajouter une aiguille ou ça, mais c'est en plus. J'imagine que tu vas essayer de comprendre quelle est la source de ce problème pour pas que ça se reproduise ou pour faire une analyse plus globale. Alors, on va dire que le Graal de l'ostéopathe, c'est de trouver ce qu'on appelle la dysfonction primaire, c'est-à-dire le blocage qui a entraîné toutes les compensations derrière, plutôt que d'aller traiter que des compensations. Alors ça, c'est un peu plus facile à trouver sur un jeune cheval qui vient juste de faire une chute et qui, à part ça, n'avait rien dans son corps d'anormal. C'est plus compliqué sur un vieux cheval qui a mis plusieurs couches de tension les unes sur les autres. Et là, pour démêler la pelote de laine, c'est un peu plus compliqué. Et les sources de problèmes, ça peut être quoi? Le stress, l'alimentation? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de tous ces problèmes? Tout peut être cause de problèmes, alors certes avec des degrés différents d'importance, mais on va dire que le cheval de sport maintenant, qui est enfermé dans un box pour une grande partie de la journée, qui a peu d'interaction avec ses congénères, qui a une alimentation
qui est vraiment tourné vers l'alimentation industrielle, qui n'a pas assez de foin, qui a un cavalier sur le dos, à qui on met de plus en plus d'exigences en compétition, tout ça, ça va jouer. Et c'est là où le cavalier, le nutritionniste, le maréchal ferrant, le vétérinaire classique, il y a toute une équipe autour du cheval qui va en tout cas devoir un cercle médical, intervenir. Plus on va vers le haut niveau, plus on a besoin de communiquer avec tout le staff médical. Maintenant, si je disais juste que si tu as mis tous tes paramètres en place, alors c'est vrai que c'est plus facile un peu pour la flexion parce que la tête va être plus basse, je trouve que c'est plus confortable. Mais si une fois que tu as tout positionné, regarde là je veux positionner en flexion, voilà, là il y est. Si là j'ai besoin de lâcher, je lâche doucement, il ne bouge pas, tu vois, mon action elle va toujours être là. Et hop, là je vais aller tout doucement passer ma main derrière son oreille et j'ai toujours mon action au même endroit et je vais aller comme ça pour truster. Qu'est-ce que le trust il sert à quoi? Décoopter. Décoopter? Il accentue l'information. Voilà, il va donner une information plus rapide à un endroit précis. Lorsqu'elle a mis en place sa technique, elle a organisé ses segments N/N+1, notamment dans le side, typiquement, et c'est ce qu'elle disait, c'est que une fois que le segment est organisé, en fait, il est organisé. Si le cheval ne bouge pas, il ne bouge pas. Et du coup, que tu envoies l'information à cet endroit-là, pour que, en fait, tu empiles en fait tes cervicales d'une certaine façon, pour justement aller envoyer l'information, au final, ça va finir dans l'articulaire que tu veux manipuler. Et la décoaptation, elle intervient après. D'accord. Voilà, relâchement. Donc, il faut penser bien que c'est comme on a fait sur le coude, où on cherchait la zone de restriction de mobilité, on donne l'information, et ça fait on-off. Et c'est dans le off où vous avez le mouvement de cavitation, le bruit de cavitation. On a vu que tu recherches donc ce relâchement, des tensions, etc. Est-ce que dès qu'on n'a plus relâché ces tensions, on observe un relâchement chez le cheval ? Alors c'est souvent ce qui se passe une fois qu'on a libéré une dysfonction. C'est ce qui m'a beaucoup aidé, moi, sur tout le travail viscéral chez le cheval, parce que c'est toujours un peu compliqué à appréhender dans nos mains. Mais c'était le fait de libérer la tension et de sentir que ça lâchait dans mes mains, et en même temps d'avoir une réaction de la part du cheval qui pousse un gros soupir ou qui se met à bâiller. On sent que d'un seul coup, ça y est, il se détend. Et ça, le cavalier le voit. Donc, et il va retrouver une posture normale, parce que souvent sa posture est modifiée par ces tensions, ces douleurs. On voit tout de suite un changement. Alors on peut voir, il y a souvent des chevaux qui se tiennent pas au carré, entre guillemets. Quand on veut faire nos tests ostéo, on n'arrête pas de les remettre sur leurs quatre pieds. Ils sont tout le temps en train de se soulager. Souvent, à la fin de la consultation, c'est souvent le cavalier qui dit « Ah bah tiens, c'est rigolo, depuis là, à la fin du traitement, on voit que déjà le cheval se pose mieux. » Donc ça, c'est les premiers signes qu'on va avoir. Après, on a fait une étude ici à l'IFCE avec le plateau technique sur l'ostéopathie, où on a pu montrer qu'il fallait quand même 3 semaines, 1 mois pour que le cheval retrouve un nouvel équilibre. C'est un nouvel équilibre qui se refait chez le cheval. Il faut du temps, parce que quand on faisait nos mesures, même au bout d'une semaine, 10 jours, on se rendait compte qu'il y avait encore des paramètres qui bougeaient dans la locomotion, que le cheval n'avait pas retrouvé sa nouvelle posture. Alors, au-delà des problèmes que peut entraîner le cavalier par sa posture lui-même, comment on peut prévenir ces problèmes plutôt que guérir ? La prévention, alors c'est très vaste. Ça va aller de la prévention dans le domaine médical, mais aussi, parce que ça a aussi un lien avec l'ostéopathie. On peut faire un travail d'assouplissement, quelque chose pour faciliter ? En fait, tu veux dire monter ? Oui, voilà, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses maintenant qui sont aussi prouvées scientifiquement. On trouve des articles dessus, sur plein d'exercices de gymnastique qui peuvent être pratiqués. Alors moi, j'ai tendance à les donner quand j'ai vu le cheval en ostéopathie, à les conseiller aux cavaliers pour qu'ils les mettent en application, et justement, en fonction de ce que j'ai trouvé sur le cheval. Je prends un exemple, un blocage dans le bassin, on peut conseiller du travail de gymnastique sur des cavaletti, du travail sur des barres au sol pour obliger le cheval à aller poser son postérieur différemment, à le mobiliser plus. Il y a vraiment plein d'exercices de gymnastique. Il y a de plus en plus d'ouvrages maintenant sur le sujet qui sont intéressant pour les cavaliers. Et je disais, moi, souvent quand il y a une nuque dérouillée avec un hyoïde aussi en restriction, une ATM restriction, je vais d'abord aller lâcher, comme on ferait souvent des fois les viscères, pour aider à passer le dos si le dos passe pas, s'il y a une disruption vertébrale. Je vais souvent déjà travailler sur tout le système viscéral, donc hyoïde, en passant par la langue ou en le mobilisant avant d'aller relâcher la nuque. En tout cas, pensez-y, si votre nuque elle est toujours verrouillée, que vous n'arrivez pas à la déverrouiller, allez voir hyoïde, mouvement d'idduction de la mandibule, les ATM.
Même les épaules, hein, parce que chez les chevaux, on a souvent une ATM bloquée la scapulothoracique du même côté par les grandes chaînes, et après, et la nuque. Et du coup, des fois, il faut aller voir le bout de la chaîne. C'est un peu ce qu'on vous dit depuis le début, aller voir plus loin ce qui se passe, si ça passe pas localement. Alors Isabelle, on vient de t'entendre là, dans le cadre d'une formation avec des stagiaires. C'est quoi comme type de formation? Alors ça, c'est une formation d'ostéopathie pour les vétérinaires. Donc on a un partenariat entre l'IFCE, donc le site de Saumur, et l'école vétérinaire de Nantes. Et c'est des vétérinaires qui préparent le diplôme inter-école d'ostéopathie vétérinaire. Donc ils ont des cours à l'école vétérinaire de Nantes, donc à Oniris, et puis ils ont des modules qui ont lieu à Saumur, donc où j'interviens avec ici un autre intervenant pour la partie plus spécifique cheval. Et là, donc, tu viens de leur donner des conseils pour des soins de manipulation sur un cheval présentant différents problèmes. C'est ça. En fait, là, du coup, ils sont maintenant en fin de cursus. Ils vont terminer là dans quelques mois. Donc maintenant, ils commencent à faire des consultations d'ostéopathie globale parce qu'ils ont tous les outils dans leurs mains, dans leur boîte à outils, comme on dit. Donc en fait, ils sont là pour avoir encore des cours théoriques et puis des applications pratiques. Donc là, c'est une révision un peu des techniques qu'ils ont déjà vues, mais où ils ont toujours des questions à dire « Ah, mais oui, mais je me rappelle plus trop de telle ou telle technique. » Donc on est là pour faire des révisions et de la mise en pratique. Alors je voudrais revenir sur un point qu'on a eu l'occasion d'aborder ensemble, qui concerne un petit peu l'ostéopathe au sein d'un cercle médical, puisque tu associes donc dans ce cercle le vétérinaire, le maréchal, le dentiste, voire un nutritionniste et bien sûr l'entraîneur. Comment ça se passe pour un cheval de haut niveau? Est-ce qu'il y a un protocole, un ordre de consultation de tout ce public explique-moi un peu comment tu procèdes en général. Alors l'avantage déjà d'être vétérinaire et ostéopathe, ça permet un peu de faire le lien entre les deux. Ouais. Donc souvent ce qu'on conseille en tout cas, c'est déjà de voir les chevaux à une période plus cool pour eux, donc souvent la période hivernale, où ils sont en train de faire du travail hivernal, où il n'y a pas de concours, où là on va pouvoir déjà examiner le cheval et puis pouvoir savoir si, on va lui dire par exemple, là c'est bien on te conseille de faire une première séance d'ostéopathie maintenant avant de commencer la saison de concours. Et puis on va aussi regarder le planning de compétition avec le cavalier parce que effectivement ça dépend beaucoup des compétitions. En vétérinaire on a des délais d'attente à respecter. Le maréchal il peut pas reférer le cheval 3 jours avant une compète parce que potentiellement il risque d'avoir un clou qui va le gêner, il va avoir mal au pied. En ostéopathie on sait qu'il faut 15 jours, 3 semaines de rééquilibrage derrière une séance où c'est compliqué d'aller mettre sur des grosses épreuves à ce moment-là. Donc tout va être un peu prévu en début de saison. Le cavalier va nous emmener son planning de compétition et puis on va voir avec lui tout ce qui est le suivi de maréchalerie, le suivi vétérinaire, à quel moment on peut faire un soin d'eau pour un cheval si on a besoin par exemple de faire une mésothérapie ou à quel moment on va pouvoir le voir en ostéo. Tout est un peu programmé à l'avance. Tu vas avoir l'occasion dans certains cas de faire un point avec l'entraîneur aussi? Oui, très souvent en fait. Nous on a pas mal de contacts avec les entraîneurs à Saumur, mais c'est vraiment en lien aussi avec les demandes, avec la progression du cheval. Une fois le diagnostic terminé, c'est individuel, quoi. C'est compliqué de répondre dans une généralité parce qu'on ne va pas suivre du tout pareil deux chevaux de haut niveau. Selon le cheval et selon son programme. Par contre, une question qui peut être intéressante aussi, c'est au-delà de problèmes qu'on peut diagnostiquer sur un cheval, est-ce qu'il y a une fréquence recommandable pour voir un cheval de façon régulière faire un petit diagnostic, voir si tout est en place finalement? Moi je leur conseille 2 fois par an, donc une fois plutôt l'hiver où là on peut aller plus loin dans notre soin ostéo parce qu'on sait qu'il n'y a pas de concours, que si le cheval est un peu perturbé derrière la séance, on peut éventuellement le revoir une deuxième fois, coupler 2 séances par exemple à 1 mois d'intervalle pour vraiment faire un travail de fond. Et puis une fois à peu près au milieu de la saison de compète, si tout va bien, pareil pour faire le point et optimiser souvent pour les finales qui ont lieu à la fin de l'été. Alors après, bien sûr que si le cheval il a un traumatisme parce qu'il vient de tomber dans l'écurie et qu'il n'est pas bien, là on va le revoir en ostéopathie en plus des soins véto classiques pour le rééquilibrer au mieux. Donc on a fait à peu près le tour du sujet. Maintenant, si on voulait retenir 3 points essentiels sur l'ostéopathie équine, il y a d'abord la notion de globalité. Ouais, ça je pense que c'est vraiment le plus grand point. C'est que l'ostéopathie, en ostéopathie, on fait le lien entre les différentes parties du corps, les différents systèmes et qu'on se rend compte que, par exemple, un cheval, c'est une pathologie assez commune, les ulcères à l'estomac. Un cheval qui a mal à son estomac, il peut devenir agressif, il peut avoir des blocages sous la selle. Et ça permet vraiment de comprendre que tout est lié dans le corps. Ensuite, alors, on a des interactions entre les liaisons et les postures.
Alors ça, c'est aussi un point important, effectivement, c'est que la posture va entraîner des lésions. Je vous prends encore un exemple, un cheval qui a le garrot bloqué, qui met plus d'appui sur son antérieur gauche, par exemple, va finir par développer une tendinite ou un problème de boulet antérieur gauche. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que s'il a eu une lésion parce qu'il s'est fait une entorse du boulet, il va adapter sa posture pour protéger son boulet. Donc c'est là où l'ostéopathie prend tout son sens en parallèle des traitements vétérinaires classiques pour rééquilibrer au mieux le corps et éviter qu'on aille vers une vraie lésion vétérinaire ou qu'une lésion vétérinaire entraîne des adaptations posturales après qui entraînent encore une cascade de dysfonction ou de lésions. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et enfin, on va essayer de redonner une mobilité normale, c'est le cœur du sujet. C'est ça. En fait, on propose au cheval un nouvel équilibre. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas le manipuler tous les 3 jours. Il faut lui laisser du temps, un temps de rééquilibrage. Et une fois qu'on lui a proposé ce nouvel équilibre, c'est lui qui, avec son corps, son homéostasie, reprend les marques, quoi. On n'est pas là pour le soutenir en permanence, on lui propose un schéma et c'est lui qui s'organise après autour de tout ça. Merci Isabelle. Avec plaisir. Merci Laurent. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet equipedia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.